Bonjour à toutes et tous. Je prends l'exemple de notre pays. Dans notre pays, 5e République, élection directe du président de la République. Qui est capable de supporter le parcours du combattant extrême, qui est d'être candidat à la candidature? Quel est le profil psychologique de ces gens-là? Il y a nécessairement une ambition personnelle démesurée. Parce qu'il faut vraiment pousser les autres, écraser des pieds pour déjà être candidat à la candidature. Alors, c'est notre système qui encourage finalement que ce soit principalement des psychopathes qui arrivent sur la liste des candidats à la présidentielle. Je crois que le dernier humaniste qu'on a eu comme candidat, c'était Lionel Jospin. Je crois que lui avait vraiment encore une vision idéaliste. Et je crois aussi que depuis qu'on a changé de génération, depuis que nous avons des dirigeants qui n'ont pas vécu la guerre, il leur manque une certaine expérience du drame, parce que c'est aussi l'expérience du drame qui nous oblige, si on survit, à ouvrir un minimum le cœur. Là, on est en phase de technocrate. Un technocrate avec un ego démesuré. Et donc, ça favorise, notre système favorise l'élection des psychopathes. Donc ça fait des décennies que nous avons des psychopathes au gouvernement. Pas que, il y a aussi dans des rôles plus secondaires des gens qui y croient vraiment, des gens qui sont là vraiment pour faire le bien. Alors dans le gouvernement actuel, j'avoue que j'en ai pas trouvé pour l'instant. Je demande qu'à croire, hein, mais j'en ai pas vu. Peu importe, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Ce que je veux dire, c'est comme illustration de ces 5% de domination. Parce qu'il faut bien comprendre que la pensée dominante d'une société est en fait la pensée des dominants. Là, ça prend des proportions complètement dingues. Ce sont les dominants politiques et économiques qui sont aussi les dominants des médias. Donc voilà, on peut faire la propagande sans problème. Et donc on continue de nous faire croire que le seul mode de vie possible, c'est la société de consommation. Moi je suis atterrée, quand j'écoute les bulletins d'information, on ne parle pas des citoyens, on parle des consommateurs. Le choix du vocabulaire est significatif. Nous ne sommes pas des citoyens, nous sommes des consommateurs. Ça, c'est le discours des médias, qui nous est répété constamment, tous les jours, à l'envi. Vous n'êtes pas des citoyens, vous êtes des consommateurs. Et les compatriotes. Hein, soyez patriotes, c'est-à-dire ne contestez pas le gouvernement. C'est ça que ça veut dire, hein, dans leur vocabulaire, être patriote. Parce que qu'est-ce que c'est un citoyen? Qu'est-ce que c'est un véritable compatriote? C'est quelqu'un qui se préoccupe du sort collectif, qui se préoccupe de la vie de la cité, ça c'est l'étymologie de citoyen, qui se sent concerné par les affaires de la cité, par les affaires du pays, par donc notre environnement proche, nos voisins. Voilà, et ces gens-là ont le pouvoir. Et il ne dépend que de nous qui faisons partie des 90%, de marcher dans leur combine ou pas.
Il y a une femme qui m'a beaucoup inspirée, qui s'appelle Ghislaine Lanctot. Ghislaine Lanctot, je vous raconte en 2 mots son histoire, elle est magnifique. C'est une femme médecin canadienne, québécoise, qui s'est mis en tête, il y a quelques décennies, de dénoncer l'emprise du lobby médical et pharmaceutique. C'est le genre de combat perdu d'avance, parce que ces gens-là sont puissants, et donc à un moment donné, elle s'est carrément retrouvée au tribunal, et le juge lui disait, non mais, reconnaissez, simplement, si vous voulez éviter la prison, c'est pas compliqué, vous retirez vos assertions, vos affirmations, vous signez là et vous ne faites pas la prison. Et elle a dit, non, je refuse de signer, je préfère aller en prison. Et elle témoigne qu'une fois en prison, elle dit, c'est en prison que je me suis sentie le plus libre de ma vie. Parce qu'elle avait totalement assumé sa position, et ça a été une expérience initiatique de libération de la pensée dominante. Je pense ce que je pense. J'ai le droit de penser ce que je pense. Je suis cohérente avec ce que je pense. Mes actes sont cohérents avec mes convictions. Ah, c'est Bernard Werber qui dit un truc que j'adore, qui dit « C'est pas parce que les cons sont nombreux qu'ils ont raison. » Donc si ce que je pense va à l'encontre de la majorité, je n'ai pas forcément tort. Je peux peut-être tort. Mais c'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont raison. C'est pas parce que je suis la seule à penser ce que je pense que j'ai tort. C'est pas ça la preuve. Sinon, on n'aurait jamais eu des avions. Je veux dire, ça c'est un truc extraordinaire. Il y a de multiples exemples. C'est Schopenhauer qui dit ça. D'abord, ça fait rire, ensuite ça fait peur, ensuite c'est évident. Mais par exemple, les avions. D'abord, ça ne s'appelait pas des avions, évidemment, à cette époque-là, puisque ça n'existait pas. Mais les savants les plus sérieux de l'époque, il y a 150 ans, disaient « Mais vous ne ferez jamais voler un avion. Un oiseau, d'accord, ça peut voler, mais c'est pas gros, quoi. Vous ne ferez jamais voler un avion. Enfin, soyons sérieux. » Bon, vous connaissez la suite, les avions cargo porteurs, gros porteurs, c'est des centaines de tonnes, des milliers de tonnes. Et ça vole très bien, merci. Ça nous permet d'avoir des ananas et des bananes fraîches, plus ou moins, sur nos tables. Donc voilà. Bon, il ne faudrait peut-être pas que je perde trop le fil de mon film. Donc on a des gens de bien et des gens de mal, on va dire. Et je redis, ça ne tient qu'à nous de savoir qui on suit, qui on croit. Est-ce qu'on est capable d'oser penser à rebours de ce qui est généralement admis? Est-ce qu'on se donne cette liberté-là? Et je trouve que par les temps actuels, c'est une liberté absolument essentielle. J'ai le droit de penser ce que je pense, même si je suis la seule à penser ce que je pense. Mais c'est moi qui décide, en cohérence avec ce que je suis, ce que je ressens, de ce que je fais. Et Ghislaine Lanctot a une théorie intéressante, elle dit, il y a les moutons noirs, les moutons blancs, les moutons noirs, et la jument souveraine. Voilà. Donc vous avez le mouton blanc, c'est le pauvre mouton qui se fait tondre, qui est complètement dans les rails, qui ne se pose pas de questions, qui suit la voie principale. Puis il y a le mouton noir, c'est le mouton rebelle, celui qui a compris qu'on était en train de se faire tondre, et qui aimerait bien récupérer sa propre laine. Eh, ça suffit quoi. Et qui va militer contre le système. Le problème, c'est que c'est un système qui se nourrit de l'opposition. Parce qu'il a le bon rôle de dire, regardez, il y a les méchants qui nous contestent. Pourtant, regardez, hein, vous êtes tendus, mais vous avez de l'herbe grasse. On prend soin de vous. Donc, mouton noir, ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est un passage obligé. À un moment donné, s'il n'y a pas un minimum de rébellion, on ne va pas se dégager de l'état de mouton blanc. Et puis, l'étape suivante, c'est devenir la jument souveraine. C'est-à-dire cet animal qui
qui prend la direction de sa propre vie, qui ne se laisse pas dicter, mais qui n'est pas non plus... qui a dépassé le stade de la colère, qui n'a pas d'énergie à perdre à se rebeller contre un système qui a essayé en tout cas de la formater, et donc qui prend sa vie en charge et qui pose des actes en cohérence avec ses convictions. La suite au prochain épisode.